Mon parcours avant de devenir écrivain, il est sinueux. C'est pas une ligne droite. J'ai commencé par faire des études de comptabilité. Donc, j'ai été comptable quelques mois. Ça n'a pas duré parce que c'était pas fait pour moi. C'était le temps de trouver une autre voie qui me corresponde plus. Donc, j'ai travaillé dans la comptabilité et ensuite, j'ai travaillé auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes en situation de handicap mental en milieu scolaire pendant pas loin de 10 ans et là je me suis formé, j'ai fait une formation d'éducateur et là c'était vraiment les études que j'avais choisies, qui me convenaient, où je trouvais tout le sens que je voulais donner à ma vie et à une activité professionnelle. Donc j'ai été éducateur pendant plus de 10 ans avec différents publics, mais surtout en milieu scolaire et surtout avec des personnes en situation de handicap mental. Ensuite, j'ai fait un travail alimentaire. Ça arrive dans la vie des uns et des autres. Et puis, durant cette période-là où je travaillais dans la vente, voilà, qui était complètement à des années-lumière de mon travail d'éducateur, et ben c'est là que j'ai été publié la première fois. Et puis, là, j'ai saisi la chance. Et je me suis pris un peu de temps pour écrire et ensuite il fallait quand même en retourner travailler et depuis 9 ans je travaille dans un café associatif qui se trouve à Bouaye sur la route de Pornic près de Nantes pour ceux qui connaissent et c'est un lieu où là je peux allier mes deux engagements, mon engagement artistique d'écrivain et mon engagement d'éducateur dans le social parce que c'est un café associatif où il y a du livre, notamment avec les bouquineries d'occasion. Et puis c'est un lieu de vie, un lieu où les gens se rencontrent. Et donc, voilà, je suis avec les gens et avec les livres. Et là, ça a été vraiment c'était le. Je peux pas parler de chance parce que la chance ça se provoque, mais c'était une opportunité incroyable de tomber sur ce poste dans cette association. Et je m'y plais énormément. Il y a voilà, j'ai beaucoup d'autonomie et de projets possibles. Voilà. Alors en fait, pendant longtemps, quand on me posait la question, je disais que bon, pendant mon adolescence et mon enfance, j'étais quelqu'un de très réservé, timide, et puis à un moment donné, les mots, il fallait que ça sorte. Donc j'ai commencé à griffonner des petites histoires, des poèmes. Mais ça, c'était la version auquel je croyais moi-même et que j'ai servi pendant des années. Sauf que la vraie réponse, elle se situe dans un des livres, un des précédents romans qui s'appelle Après la mer, et où je suis allé, j'ai découvert moi-même en fait, en écrivant ce livre, j'ai découvert des choses sur moi-même, sur mon enfance, et en fait l'écriture est venue d'un traumatisme que j'ai vécu quand j'étais enfant, et j'avais l'habitude de me réfugier parce que j'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle et je me réfugiais dans des endroits voilà, ça pouvait être un placard, ça pouvait être une forêt pour libérer l'imaginaire, pour avoir une vie différente de celle que j'avais dans ma famille. C'était vraiment c'est un refuge imaginaire et je crois que l'écriture est née là. Alors pas concrètement parce que j'écrivais pas, mais je crois que le goût de raconter des histoires et d'échapper au réel pour le recomposer avec l'écriture, d'abord avec l'imaginaire puis avec l'écriture, je crois que ça a commencé ici. Et quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, bien sûr, il a fallu que j'ai tâtonné parce que pour moi ça me paraissait tellement incroyable vu mon parcours et puis c'était un monument quoi pour moi à gravir comme l'Everest. Écrire un premier roman, c'était ça pour moi. Et quand j'ai commencé vraiment à trouver la voie de mon premier personnage, et en fait tout est venu comme ça coulait de source. Le plaisir de raconter des histoires, les mots s'enchaînaient entre eux, les phrases aussi, les chapitres, les paragraphes, les chapitres, et puis ça a duré 9 mois, et devant moi se créait un autre monde, et c'était une expérience extraordinaire, mais je crois que je le dois à cet enfant qui a eu la présence d'esprit d'aller se réfugier dans des endroits propices à l'imaginaire, et voilà, il a trouvé des endroits pour se protéger du monde extérieur et de la violence extérieure, et permettre à l'adulte plus tard d'être créatif. Alors bon, on pourrait se dire il faut passer par la douleur pour créer. Ça, j'en ai conscience aujourd'hui que
l'écriture, elle vient de là, elle vient quand même d'un traumatisme et d'un manque d'affection, d'amour. Oui, c'est exutoire, c'est thérapie, c'est la liberté aussi, la liberté d'être. Moi, c'est dingue. Enfin, j'ai appris évidemment à écrire en lisant, et en fait, plus je lisais, notamment la littérature américaine, que j'ai lu pendant pas mal d'années, et je me disais, mais en fait, le champ des possibles est illimité. Et c'est ça qui est passionnant et qui est incroyable quand on met le doigt dedans, c'est on peut aller partout avec la littérature, on peut camper n'importe qui. Mon premier roman, je campe un homme de 80 ans, et c'est jubilatoire. Il y a aussi ça, il y a ce côté ludique, bien sûr, et puis l'écriture permet la compréhension de sa propre vie, même en passant par d'autres personnages. Souvent, moi, je pense mieux quand j'écris. Je suis pas très bon orateur, ou quand il faut participer à des débats, je suis un peu empêché parce que j'ai besoin d'un temps plus long pour penser, pour poser des mots, pour comprendre. Et l'écriture me permet ça. Donc l'écriture, c'est tout ça. Bien sûr, ça a été un moyen de guérir. Je suis pas allé voir de psy, mais voilà, ce sont les écrivains qui m'ont d'abord guéri, et qui m'ont permis. J'ai des auteurs comme ça, j'ai un panthéon d'auteurs auxquels je me réfère, que je lis régulièrement. Ma première influence, c'est le premier écrivain que je cite toujours parce que c'est celui qui m'a fait devenir lecteur véritablement. C'est Stephen King. Et lui, en termes de personnages, c'est incroyable. Vraiment, c'est ma référence pour les personnages, la création des personnages, c'est Stephen King. J'espère un jour atteindre comme ça son niveau. C'est fou, en quelques traits, en quelques paragraphes, on est tout de suite avec le personnage, et on est triste de le quitter à la fin du livre, quoi. Et j'aimais aussi Stephen King. Ça fait avec bonheur, il n'est pas encore mort. Donc depuis l'âge de mes 12 ans, je le lis. Et c'est incroyable un auteur qui traverse comme ça. J'en ai 45 maintenant, donc c'est super parce que il m'accompagne comme ça. Et c'est un écrivain qui a beaucoup parlé de l'enfance et de l'enfance maltraitée. Donc moi, je m'y retrouvais. Alors peut-être inconsciemment, je savais pas pourquoi. Dans un premier temps, je pense que je m'identifiais à ces personnages, mais sans vouloir me dire que j'avais l'impression de me retrouver moi, et que ça parlait à mon enfance. Donc il y a cette identification à l'enfance chez Stephen King. Il y a le fait qu'il exorcise nos peurs. Voilà, il se fait peur lui-même pour vraiment travailler ce qui nous anime en tant qu'être humain, parce que il utilise des biais comme ça peut être voilà des figures, le zombie, le loup-garou, les créatures un peu qui viennent d'on ne sait où, et ça finit par nous parler. En fait, c'est un prétexte, l'horreur, la science, enfin le fantastique, puisqu'à chaque fois on est ancré dans l'hyper-réalité avec Stephen King. Quasiment toutes ces histoires sont campées dans le Maine, donc c'est vraiment le trou de paumé des États-Unis, mais en fait il parle des États-Unis, de son espèce de manoir là, avec où il s'est réfugié, et c'est ça que je trouve extraordinaire. Là, c'est vraiment la puissance de l'écrivain, c'est-à-dire que dans son bureau au milieu des bois, eh ben il parle à la terre entière, c'est incroyable. Donc il a une analyse de la psyché humaine aussi qui est formidable. Voilà, je pourrais dérouler pendant. Donc ça, c'est le premier. C'est le premier, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai pas lu de la même manière. À 12 ans, évidemment, j'avais pas ce recul sur son écriture. Et donc voilà, à 20 ans, j'avais une autre lecture, et à 30 et à 40. Maintenant, j'ai hâte de pouvoir passer ces livres-là à ma fille, qu'elle le lise. Voilà, il y a aussi l'idée de la transmission. Parmi les auteurs, il y a Paul Auster qui nous a quittés il y a pas longtemps. Ça, c'est ces livres sont une place importante pour moi parce que c'est l'écrivain du possible qui n'est pas arrivé. Il a beaucoup travaillé ces univers parallèles, notamment dans un de ses derniers livres qui s'appelle 4-3-2-1, qui est une prouesse littéraire. Et ça, j'aime bien. J'aime bien ces mondes qui coexistent sans qu'on le sache. Voilà. Et puis il a beaucoup écrit sur la famille, sur la filiation. Donc ça me parle. Dès que ça parle du lien filial, et notamment avec le père, ça m'intéresse. Je pourrais citer Philip Roth, parce que j'ai dit que j'ai beaucoup lu littérature américaine. Donc il y a Philip Roth, John Fante, Richard Brautigan, tous ces gens-là
voilà, sont des poètes, des vagabonds qui ont eu des vies incroyables, pas que littéraires, donc ça me parle beaucoup. Un écrivain que j'aime aussi énormément, c'est Eri De Luca, pour sa poésie, pour des livres qu'il a écrits aussi à partir à hauteur d'enfant, comme Montevideo. Voilà, c'est des livres qui m'ont marqué. Je pourrais en citer plein. Daniel Pennac, c'est un des premiers aussi. Je pourrais en citer beaucoup, mais les trajectoires du cœur. Alors dans ce personnage, il y a quand même pas mal de moi, parce que je suis papa et donc je m'interroge sur le monde à venir, sur le monde présent et à venir. Il y a beaucoup de choses qui m'angoissent, il y a des thématiques qui me travaillent, notamment cette hyperconnectivité, l'hypervitesse, voilà, enfin c'est pas le bon terme, mais la vitesse à laquelle le monde avance, la surinformation, la surconsommation, voilà, c'est des thématiques qui moi me dépassent déjà en tant qu'être humain. Je trouve que j'ai l'impression que le monde passe et moi je suis à une autre allure. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans le livre, en campant ce personnage qui est en décalage, et il le sait, il est à côté de ses pompes. Il n'arrive pas à s'intégrer dans le monde du travail parce qu'il trouve pas de sens à ça. Il trouve que les choses vont trop vite. Les gens parlent trop vite, avancent trop vite. Il est en désaccord avec son ex-femme, dont il s'est séparé. Donc voilà, il y a leur fille au milieu de tout ça. Donc il angoisse beaucoup pour sa fille. Il a envie de donner la meilleure image de lui-même, et en même temps, la meilleure image de lui-même, elle est forcément en contradiction avec ce qui se passe dehors. Donc c'est la difficulté d'être soi-même, déjà pour soi, pour se respecter soi, et aussi pour transmettre sereinement à son enfant, mais en même temps, en restant campé sur des convictions et sur des valeurs, ça le met en défaut par rapport à l'extérieur. Dès qu'il sort de chez lui, il se sent vraiment, il se sent tellement différent il a du mal à vivre, quoi. Vraiment, il a du mal à vivre. Donc c'est ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne sait pas comment vivre le monde tel qu'il est aujourd'hui, à l'allure où il va. Et donc il va décider de prendre une autre allure. Et le livre s'ouvre sur sa présence au volant. Il est au volant, il se rend à un entretien d'embauche, et sur le bas-côté de la route agonise un renard. Et cette image va le marquer profondément. Il va hésiter à s'arrêter ou à continuer son chemin. Il va décider de s'arrêter. Et une fois il sait pas pourquoi il s'arrête, mais il sait que ce renard il a croisé le regard de ce renard et il s'est dit je peux pas ne pas m'arrêter. Je sais pas ce que je dois faire, ce que je vais faire, mais je vais m'arrêter. Et il s'arrête, et puis après les idées s'enchaînent. C'est-à-dire qu'il a fait, c'est ce que je disais, Paul Auster a très bien écrit ça. Les actes ont des conséquences et nous amènent dans d'autres vies. Et donc lui, s'il avait continué sa route pour aller à cet entretien d'embauche, il n'aurait pas eu cette autre vie qui se présentait grâce à ce renard. Donc il s'arrête au bord de la route, il va voir ce renard et il l'achève. Parce que c'est ce qu'il doit faire. Il doit achever ce renard qui est en train de mourir, et les voitures, les automobilistes passent à côté de lui et le regardent en train de mourir. Et lui, c'est insupportable. Alors pourquoi aujourd'hui? Voilà, c'était pas la première, comme il dit, c'est pas la première fois que je vois un animal qui est en train de mourir sur le bord de la route, mais aujourd'hui, je dois m'arrêter. Je peux plus supporter ça. Je peux plus après me regarder je pourrais pas me regarder dans le miroir, je pourrais pas m'adresser à ma fille si je ne m'arrête pas et si je ne libère pas ce renard d'une souffrance atroce. Et cet acte va bouleverser tout le reste de sa vie. C'est ce que je raconte dans la suite du roman. Je vais pas en dire plus. Alors justement, pendant l'écriture de ce roman, j'ai anticipé les remarques qu'on pouvait me faire sur roman moraliste ou qui porte un jugement, qui émet des jugements, qui pense détenir la vérité de ce que doit être une vie. Et alors
bon, moi je dis que vivre, c'est aussi assumer des convictions, des valeurs. C'est ce que je transmets à ma fille tous les jours. Bon, si on n'a pas de conditions, pas de convictions, pas de valeurs, bah alors oui, alors effectivement, on n'est qu'un être homo consumerus, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais et puis on se pose pas trop de questions sur le sens de la vie. Alors moi, je cogite beaucoup, peut-être trop, mais sur le sens de la vie. Et mon personnage, bah il est obligé parce que je lui ai mis une part de moi-même. Donc, alors, je sais pas, c'est pas une vérité absolue, c'est sa vérité à lui. Moi, je pense que à l'intérieur de chaque être, il y a autre chose qu'un consommateur, qu'un individualiste. Nous sommes des êtres grégaires. C'est comme ça qu'on s'en est sorti d'ailleurs. Si on était resté avec notre lance, chacun a chassé son gibier, en fait, on serait plus là. C'est parce qu'on s'est réunis, c'est parce qu'on a fait société, qu'on s'est installé à des endroits, qu'on a pu survivre. Aujourd'hui, bah, on n'a peut-être plus besoin de chasser, plus besoin de, quoi que pour certains, il y en a quand même qui ont du mal à finir les fins de mois, mais bon, on est plus, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre, mon personnage dit ça, aujourd'hui, on n'a plus à chercher le feu, la nourriture et le toit, quoi. Donc, comme on est libéré de ses priorités, bah, bon, voilà, on est un peu dans le formol, quoi. Voilà. Donc, c'est la vérité de mon personnage qui, lui, en fait, il peut pas vivre comme ça. Et il a essayé, d'ailleurs, avec sa femme. Il a essayé d'avoir une vie rangée, sur les rails, comme tout le monde. C'est-à-dire, voilà, un crédit de maison, la consommation de tout le monde, avoir un travail, et puis accepter de faire ce travail, même s'il n'y a pas de sens, même si ça nous crée des angoisses, même si le corps parle pour nous. À un moment donné, il peut plus. Il peut plus. Je crois, surtout vis-à-vis de sa fille, parce que comment dire à sa fille plus tard, vis tes rêves, va au bout de ce que tu crois, si nous-mêmes, en tant que parents, on ne l'a pas fait et qu'on donne le contre-exemple. Donc c'est sa vérité, mais je pense quand même que profondément, l'homme n'est pas fait pour avoir une vie éreintante, lancée à toute vitesse, euh, euh, voilà, dans l'accumulation de biens, de patrimoine. On sait bien que ça rend pas heureux. On dit l'argent fait pas le bonheur. Bon, évidemment il en faut. Il faut quand même pouvoir vivre. Je suis pas en train de prôner la clochardisation du monde mais c'est les excès en fait. On vit dans l'excès. Et je peux témoigner parce que je travaille dans le café associatif où je travaille. On a monté une petite recyclerie et je vois bien en fait que on a trop. Voilà, on vit dans des sociétés où il y a trop. Donc lui, il assume d'avoir moins, d'aller moins vite, d'avoir moins, et ça le rend pas. En fait, il se rend compte qu'il n'est pas moins heureux. Si on est moins concentré sur le patrimoine à accumuler, les objets à acheter, eh ben on se pose plus de questions sur soi, sur sa vie, sur ce qu'on veut pour soi, sur ce qu'on veut pour les autres, les rapports, la qualité du lien qu'on veut, la qualité de l'amour qu'on veut pour les uns et les autres. Parce que tout à l'heure, dans le résumé du livre, j'ai pas parlé d'amour. C'est un livre qui parle, d'ailleurs d'où le titre, Les trajectoires du cœur. C'est un livre qui parle d'amour. C'est l'amour à tous les étages dans ce livre. Et ça, c'est possible de se questionner sur les différents types d'amour, parce que c'est un livre qui parle de ça, des différents types d'amour. Eh bien, on peut le faire si on prend le temps. Il faut prendre le temps de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ce lien d'amitié qui peut être lien d'amour. Voilà, il y a le lien filial, mais c'est plus que le fait de dire j'ai une fille ou j'ai un amoureux. C'est qu'est-ce que ça représente, comment ça remplit une vie. Parce que c'est facile de dire je t'aime, c'est facile de dire de faire un enfant. C'est à la portée de tout le monde, d'avoir un amoureux, une amoureuse ou d'avoir un enfant. C'est plus compliqué d'assumer tout ce que ça engendre, d'avoir une fille et d'avoir un enfant, de mettre un enfant au monde. Ça engendre énormément de responsabilités, de questionnements. On peut pas juste mettre un enfant au monde et ne pas se questionner pour lui, ne pas lui transmettre de valeurs, de convictions. Sinon, c'est le laisser en pâture justement à l'individualisme, à des refuges comme la consommation, pourquoi pas les drogues, que sais-je. Moi, j'ai eu la chance, en tant que gamin, je sais pas, alors je suis athée, je crois pas en Dieu, mais il y avait quelque chose quand même. Parce que il y avait une voix qui me parlait quand j'étais gosse, et ça, c'est quand même irrationnel. Et ce gosse se disait à lui-même, tiens bon, j'avais 9 ans, hein, 8-9 ans, tiens bon, la vie c'est pas ça,
la vie c'est autre chose. Déjà à cet âge-là, moi j'avais déjà ce raisonnement-là. Donc ce personnage, lui, il le découvre beaucoup plus vieux. Voilà, mais c'est pas une vérité absolue, c'est une proposition de vie autre et surtout juste mettre un petit coup de frein, un pas de côté ou juste ralentir. Et quand on ralentit, on voit mieux le paysage, par exemple. Si on est à voilà, il y a différents modes de déplacement. Si on prend le TGV ou la marche pour se balader, le cerveau il fonctionne pas pareil. Voilà, c'est ce que fait mon personnage. Il se met à marcher à un moment donné. Voilà. Euh, et les choix que fait ce personnage, c'est vraiment, je crois que c'est d'abord pour lui. De toute façon, c'est pas respect pour lui-même. Et de toute façon, pour aller vers les autres, il faut passer par soi-même. Il faut quand même bien se connaître et s'aimer suffisamment pour pouvoir aller euh, vers les autres et créer du lien. Donc en fait, plus il va se respecter, plus il va être digne. La dignité, c'est une forme d'amour aussi envers soi-même. Et donc plus il va être digne, mieux il va être disposé à aimer les autres et alors à aimer les autres et puis à recevoir de l'amour. Parce que quand on s'aime pas, quand on a une mauvaise image de soi, on a du mal à recevoir les compliments, les marques d'amour, les marques d'affection. Donc alors dit comme ça, c'est facile. Ce personnage, lui, il a le déclic. Il a eu des parents aimants aussi, hein, à leur manière. Alors, en tout cas, il a eu une mère qui l'a beaucoup protégé, qui l'a beaucoup aimé. Il sait ce que c'est que l'amour. Il a une idée, en tout cas. Il a aimé une femme malgré tout. Il a une enfant. Donc il a quand même des preuves d'amour autour de lui. Mais parfois, ça suffit pas. Il faut quand même aller creuser un peu plus loin. Et effectivement, il y a l'idée du dénuement aussi. Je crois qu'il faut se présenter vraiment pour avoir une qualité de lien hors norme. Surtout, c'est ce que demande ce monde. Ce monde est vraiment dingue, vraiment dingue. Donc il faut une qualité de lien hors norme pour pouvoir le dépasser. Et bien, il faut. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais. Ouais, je me suis perdu. C'est pas grave. Ouais, ok. Euh, donc lui il va chercher à vraiment à vivre en toute dignité pour pouvoir atteindre les autres. On peut pas atteindre les autres si soi-même on ne croit pas à ce qu'on dit, on ne croit pas à ce qu'on vit, on ne croit pas à ce qu'on aime. Et alors on peut les mots d'exemple. Il veut être un exemple pour sa fille. Quel plus bel exemple de se jeter à corps perdu dans une histoire d'amour avec un autre homme. Enfin, peu importe qui. Déjà avant même cette histoire d'amour entre deux hommes, il y a cette histoire. C'est une histoire d'amour, ce contact avec ce renard. Je me suis dit quand j'écrivais ça, je me suis dit mais c'est un peu bête ce que t'écris. Mais non, en fait, on peut avoir, ça peut être une marque d'amour vers un animal qui est très vivant, qui est très vivant et qu'on observe, parce que ça nous renvoie des émotions, ça nous procure de la joie. C'est de l'amour. Et d'ailleurs, cet animal nous donne de l'amour, mais sans le savoir. C'est ça qui est extraordinaire. Lui, il n'a pas besoin de réciprocité. C'est l'avantage qu'ont les animaux surtout. Mais donc cette première marque d'amour très forte avec ce renard, elle va jaillir sur tous les autres en fait. Et bien sûr, mon personnage sera aimé en retour. L'amour, c'est un risque. L'amitié, c'est un risque. Créer du lien, s'adresser à l'autre. On voit bien aujourd'hui dans la rue, tous les gens me parlent avec. J'ai une voisine. J'aime bien parler des exemples que je connais au quotidien. C'est que j'ai une voisine nouvellement arrivée sur mon palier. Bah, je suis désolé si elle se reconnaît pour elle, tant pis pour elle si elle voit cette vidéo, mais elle vient d'arriver sur le panier et j'ai du mal à ce qu'elle me dise bonjour, à ce qu'on se dise bonjour les yeux dans les yeux. Et souvent je la croise, elle a son portable et son casque. Et il y a pas de rapport possible. Et je trouve ça terrible. Donc
Donc déjà, moi je prends un risque en lui disant bonjour. Je prends le risque du lien, de la rencontre, du dialogue. Elle refuse ce risque. Je ne sais pas pourquoi. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est passionnant. Ça me travaille le cerveau vraiment. Oui, il y a aussi des endroits comme les salles d'attente où là il se passe plus rien. Alors avant tout le monde parlait, il y avait des regards et qui s'échangeaient. Bon voilà, on voyait l'impatience des uns, la patience des autres. On les gestes. Maintenant en fait tous les gestes sont uniformisés parce on a tous les mêmes gestes. Alors moi ce que j'aimais, les écrivains adorent ça, c'est regarder l'éthique des gens, l'éthique, les gestes, les mouvements d'yeux, les sourires, les mots. Enfin, voilà. Mais tout ça, j'ai l'impression c'est un peu perdu, aspiré par cet écran. Alors oui, j'ai une discipline d'écriture, des petits rituels. Alors, j'écris essentiellement le matin, puisque je travaille à temps partiel et je travaille l'après-midi dans mon café associatif. Et donc, ça me laisse le matin pour écrire. Donc oui, il faut pas rater cette fenêtre d'écriture, parce que si j'écris pas le matin, ben, comme je suis pas du soir, je peux pas écrire le soir, j'ai du mal. Parce que les journées sont remplies de gens, de paroles, et mon cerveau bouillonne de tout ça. Donc, faut que je digère la journée, les rencontres, les choses que j'ai pu entendre. Donc, le soir, je suis pas trop disponible pour écrire. Mais donc, l'écriture, ça a plutôt lieu le matin. Alors, j'écris entre 9h et midi, effectivement. J'ai un bureau. Je me suis créé une espèce de petite cathédrale de livres. Voilà, j'en ai derrière. Il me faut mes livres et mes auteurs derrière, comme des tuteurs, des mentors, ce qu'on veut, des figures tutélaires là qui sont autour de moi, qui me rassurent, parce que chaque tentative littéraire est un défi. On sait pas où on va aller. En tout cas, moi, comme j'ai pas de plan, je sais jamais trop où je vais. J'ai une idée concrète de ce que je veux faire, mais bon, c'est un peu j'aime bien l'aventure, j'aime bien les possibles. Donc j'ai les livres voilà derrière moi, j'ai des livres au-dessus de moi comme ça, j'ai une espèce de petite un petit hôtel ou une cathédrale. Pour un athée utiliser ces mots-là, ça me gêne pas du tout. Donc les livres sont partout, c'est pas très original pour un écrivain. Et puis régulièrement j'aime bien avoir de la musique, principalement de la musique instrumentale et principalement du jazz. C'est une musique qui pour moi est propice à la réflexion. En tout cas, c'est un environnement sonore, un paysage sonore que j'aime bien avoir. Parce qu'en fait, écrire, c'est quand même être reclus dans sa petite grotte et on voit pas beaucoup l'extérieur. On s'isole du monde pour pouvoir en parler bien ou d'essayer le mieux possible en tout cas. Donc, la musique permet d'avoir le paysage. Pour moi, la musique, c'est ça. Ça m'évoque souvent ça m'évoque souvent des lieux, même des lieux qui n'existent pas. Hein. Il y a un paysage qui se déroule avec la musique, et ça me permet d'être dedans et dehors en même temps. Il y a une espèce d'ubiquité quand on est écrivain, parce qu'on est dans le livre, on est physiquement sur la chaise, on a mal aux fesses, et puis moi là, j'ai une autre dimension avec le son, ça m'emmène ailleurs. Oui, alors j'écris sur ordinateur, traitement de texte. Je prends des notes régulièrement quand il y a un mot que je veux sauver de ma mémoire qui fuit ou une expression, une parole. Souvent, ce sont les paroles des personnages. Il y a des voix comme ça faut que je note. Sinon, c'est essentiellement sur traitement de texte. Et puis, alors j'écris pas toujours la même quantité de texte. Ça peut être. En fait, il faut que je sois content, comme rassasié, comme après un bon repas. Il faut que je sois satisfait. Ça peut être un paragraphe, ça peut être une page, un chapitre, ou même carrément parfois 2 chapitres d'un coup dans la matinée. Ça c'est vraiment quand. Sinon, là, depuis quelque temps, j'aime bien. Je prends beaucoup de temps. Je prends mon temps. Je relis beaucoup. Je veux trouver encore plus qu'avant le mot qu'il faut, le mot juste. Et je passe beaucoup de temps sur les dialogues, sur la voix des personnages. Donc ça, un dialogue, ça peut me prendre du temps. Parce que si la phrase sonne pas, si je me dis pas, tiens, là, j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'écrire, de préciser, dit un tel ou dit un tel. Le lecteur, il va savoir, parce qu'il y a le tic de langage, parce qu'il y
il y a la musicalité, le rythme de la phrase. Donc ça, je passe beaucoup de temps là-dessus pour que le lecteur, déjà moi-même, je veux que le dialogue sonne juste. Je déteste les dialogues où en fait on ne sait pas. Il faut préciser parce que comme il y a le même niveau de langage, les mêmes mots employés, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Bah donc, quand je vois ça dans un livre, bon, ça me dérange beaucoup. Alors j'essaie de pas le faire moi dans mes propres livres, donc ça prend du temps. Et m'est arrivé même de n'écrire que une ou deux phrases. Et parce que je voyais bien que ce jour-là, c'était pas bon. Non, il faut arrêter. Parce que si je force l'écriture, ça va pas être bon. Et donc il y a des états. Alors généralement, quand je suis sur un projet d'écriture, un projet de roman, j'écris quand même tous les jours. Voilà, j'ai un rythme comme ça parce que j'ai j'ai l'histoire qui est lancée, l'imagination entraîne l'imagination, les personnages justement ont des actes. Et ben les actes, il faut les assumer. Donc dans l'histoire aussi. Donc moi je suis le porte-parole de ces actes et le garant de ces actes. Donc ça, si le projet prend 6 mois, généralement j'écris pendant 6 mois tous les matins. Alors pas un chapitre à chaque fois, sinon j'aurais fini bien plus vite, mais ça me dérange pas de pas écrire beaucoup, parce que il faut que, voilà, si je suis content de ce que j'ai fait, et puis il peut aussi m'arriver de m'arrêter sur une idée sur laquelle je bute. Alors là, soit j'arrête et je vais aller courir. La course à pied aide à débloquer ce qui me gêne. Voilà, ou parfois, ben, j'écris jusqu'à la dernière seconde. J'éteins l'ordinateur, je saute dans ma voiture et je vais travailler. Voilà. C'est vraiment jusqu'à la dernière seconde du temps qui m'est imparti. Voilà. Et ça, c'est grosse frustration parce que j'aurais pu écrire encore pendant 3 heures. Ça peut arriver. Voilà. Alors, j'ai pas connu les années libertaires, mai 68. J'ai entendu plein de choses. En fait, maintenant les commentateurs disent beaucoup de choses sur cette période. Ce qui m'amuse, c'est que les gens qui ont vécu justement et comprenaient cette liberté presque totale et absolue, parfois deviennent très réactionnaires. Donc ça c'est un peu le revers de voilà l'ironie du temps qui passe. Alors la liberté, pourquoi? Je me suis posé cette question-là en plein Covid. Tout le monde criait à corps et à cri atteinte à la liberté, etc. Alors je vais pas commander la politique qu'il y a eu à ce moment-là, ce qu'on demandait de faire, mais tout le monde se revendiquait d'une liberté. Et moi, je me suis beaucoup posé de questions sur ce que les gens mettaient derrière la liberté, le mot liberté. Et surtout, liberté, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a rouvert les portes, eh ben, on s'est rendu compte que les gens repartaient chez une grande marque j'allais citer une marque. Bref, aller retourner dans les magasins, retourner prendre l'avion. Donc c'est ça la liberté, alors. La liberté, pourquoi? J'ai été très déçu de ces fins de confinement parce que je me suis dit, les gens, alors il y a eu, hein, il y a des mouvements qui sont quand même amorcés de vie autre, donc des gens qui vont s'installer dans des villes moyennes, à la campagne, qui réapprennent ou qui découvrent, même j'allais dire redécouvrent, qui découvrent la nature, parce qu'on a tellement été coupé de la nature que on redécouvre ça. Donc la liberté, est-ce que c'est la liberté que pour soi? Parce que moi j'ai l'impression que ça a été quand même beaucoup ça. Et pour moi c'est une contradiction. La liberté, ça peut pas être une liberté individuelle, ça ne fonctionne pas. En tout cas, mon personnage refuse. Justement, c'est un de ses motifs de refus et d'inadaptation, comme dirait sa femme. Elle dit qu'il est inadapté. Et oui, c'est vrai, il est inadapté, mais on se demande si c'est pas le monde qui est inadapté aux êtres humains plutôt que l'inverse. Enfin, le monde tel qu'il a été créé par les industries, la finance. Donc la liberté, elle doit faire sens et elle doit exister dans le collectif. Sinon, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, que sont devenus ces gens, que sont devenus tous les slogans de mai 68? Que sont devenus tous ces projets? On voit bien tout ça pour ça. Je veux dire, les gens sont pas plus heureux.
Nous sommes un des premiers pays consommateurs de psychotropes, de, de cannabis. Qu'est-ce que j'ai appris dernièrement voilà, le psy. Bon, bref, est-ce qu'on est, est-ce que ces libertés de façade, cette liberté écrite au néon qu'on nous a promis, qu'on nous promet encore, est-ce que ça nous a vraiment libérés des questions essentielles comme le sens de la vie, l'amour, euh, euh, et puis ça nous empêche en fait, cette liberté au néon nous empêche de se poser les vraies questions. C'est-à-dire, on n'est pas là, on n'est pas là pour consommer, on n'est pas là pour être l'œil rivé sur un smartphone. Alors moi, je suis je suis peut-être un peu trop radical. Certains me le disent. Mais oui au progrès, mais le progrès c'est un outil, c'est pas une fin en soi, c'est pas un asservissement, c'est pas un tuteur, c'est la technologie au service de l'être humain. Et là, je crois pas que ça soit le cas. En tout cas, quand je vois des gamins dans le tramway, des gamins de 3 ans qui ont plutôt que de regarder les gens ou le sourire, apprendre à sourire, apprendre les expressions sur le visage de sa maman ou des autres personnes, quand il est scotché à un écran, je suis pas sûr d'une que ça le rende libre et deux que ça l'épanouisse et que ça lui donne une vision du monde comment dire, réelle. Voilà ce que je peux dire sur la liberté. En tout cas, mon personnage, lui, il propose, c'est une proposition, voilà, une proposition de liberté vraie, c'est-à-dire je fais des choix, je les assume. Je fais des actes, j'ai des actes et je les assume. Et ce que je veux construire, j'ai pleinement conscience. Voilà, c'est la pleine conscience aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et des moments vécus. Et même des moments vécus dans le silence. Le silence, ça peut être parce qu'aujourd'hui c'est du blabla, c'est du verbiage tout le temps. La parole circule dans tous les sens, l'information. Mais en fait, on en retient quoi? C'est incroyable. Aujourd'hui, en un mois, là on est au mois de juillet, au début du mois de juillet, je sais même plus ce qu'a dit l'actualité, parce qu'on est déjà, vous rendez-vous compte, nous sommes le 20 juillet et déjà il a dû se passer, bon, on a dû voir passer des milliards d'informations, et en fait on n'en retient rien du tout. Ça c'est pas la liberté, c'est plutôt l'emprisonnement mental. Et puis il y a une injonction. En fait, c'est une critique assez acerbe aussi dans ce roman des réseaux sociaux et d'internet. Bon, ça, le lecteur l'aura compris, mais c'est pas anodin puisque tous ces outils, toutes ces applications, ce sont des injonctions. Enfin, moi, je les prends comme ça en tout cas, soi-disant pour nous aider, nous faciliter la vie, mais ce sont des injonctions parce qu'on ne se pose même plus la question. Et c'est très malin parce que ce sont des injonctions que nous acceptons de manière très docile, et nous les faisons nous-mêmes passer pour des facilitateurs de vie, d'accès à une liberté. Bah oui, alors on va gagner du temps, voilà, on est libre de communiquer avec la terre entière, on est libre de poster ce qu'on veut sur les réseaux, de créer des chaînes vidéo, de ceci, de créer de la musique, des contenus, mais c'est une liberté factice, éphémère et illusoire.